Donc, merci, bonsoir. Je m'appelle Étienne et je suis en dernière année de thèse et je voudrais commencer par un hommage à John Galbraith, un économiste américain qui a dit « La seule utilité de la prévision en économie, c'est de rendre l'astrologie respectable ». Donc, vous serez sûrement d'accord avec moi, pourtant, connaître l'avenir, ça peut être pratique. Pour ça, je connais principalement deux écoles. La première, c'est vous avez une boule de cristal et vous savez exactement ce qui va arriver. La deuxième, vous avez un verre en cristal ou en plastique et vous regardez le verre, vous vous demandez s'il est à moitié vide ou à moitié plein et vous faites un pari. Donc plutôt optimiste ou plutôt pessimiste en fonction des informations que vous avez. Donc on va commencer par un petit jeu, si vous êtes d'accord, une sorte de pari. Et donc imaginez que demain, à Paris, il y a une inondation extrêmement grave, une du genre qui arrive seulement tous les 1000 ans. Donc, essayez de vous représenter l'eau qui monte inexorablement autour de votre fauteuil. Et si vous pensez que votre lieu de travail pourrait être inondé, levez la main, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir. Si vous êtes étudiant, ça peut être votre fac. Si vous êtes joueur du PSG, c'est le Parc des Princes. Et si vous êtes influenceur, monsieur... Non, j'ai dit lieu de travail, monsieur. J'ai dit travail. Donc, voilà, donc là, je vous ai vu à peu près, vous étiez 20%, on pourrait dire, donc je vous trouve très optimiste, très très optimiste, parce que c'est plutôt presque la moitié de Paris qui serait inondée en cas d'une telle inondation. Voilà. Et en 2100, si la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre continue, donc sur le même chemin, avec ce qui nous rapporterait en gros 4 degrés supplémentaires en France, ce genre d'inondation se reproduirait tous les 30 ans. Vous m'avez bien entendu, la moitié de Paris inondée tous les 30 ans. Vous l'aurez compris, on va plutôt regarder le verre à moitié vide aujourd'hui. Donc là, vous vous dites peut-être, il est sympa le serveur, mais quel est le lien entre son verre et ma banque? Donc pour ça, il faut remonter le courant jusqu'à la source du risque, donc les inondations. Il y a plusieurs types d'inondations. C'est là où ça va compliquer. Il y a plusieurs types d'inondations, mais à Paris, on craint surtout les crues par débordement. Donc il pleut, il mouille, et les affluents de la Seine finissent par se remplir tellement que ça finit par déborder. Donc voilà une inondation. Je dédoirai après, promis. Vous avez vu ce que c'est qu'une inondation? Et les bâtiments autour, donc l'eau déborde, sort de son lit, et les bâtiments autour vont être touchés, d'autant plus si le sol autour a été artificialisé et qu'il n'est plus en mesure d'absorber l'eau. Et quand les bâtiments sont touchés, il y a des dégâts. Il y a des pertes de valeur, donc on distingue deux types de pertes de valeur. Les dommages sur les actifs immobiliers, donc les bâtiments, ou le contenant si vous voulez, et les dommages sur ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, donc des machines ou des ordinateurs, donc plutôt le contenu. C'est ce qu'on appelle les actifs mobiliers. Donc on a ces deux types d'actifs. Et les entreprises possèdent ces actifs et on fait souvent des emprunts auprès d'une banque. Et si l'entreprise perd trop d'argent, elle ne peut pas rembourser son prêt et la banque perd de l'argent. Là, c'est logique. Plus grave encore, si la banque perd trop d'argent et qu'elle finit par faire faillite, parce qu'il y a une inondation gigantesque, elle est souvent endettée auprès d'une autre banque. Et donc, on va avoir peut-être une cascade de faillites. Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Donc, moi, ma thèse, elle s'intéresse au lien entre entreprises, chocs environnementaux, chocs climatiques et stabilité financière. Donc, j'essaye de savoir, de prévoir à quelles conditions un tel scénario catastrophique pourrait se produire. Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais j'ai un outil extrêmement performant, donc on a presque aussi puissant qu'une boule de cristal. On a construit avec des collègues hollandais et hongkongais et français, avec Thierry qui est quelque part, là, voilà. Et donc on a construit un outil qu'on appelle un jumeau numérique, parce qu'il cherche à reproduire fidèlement, le plus fidèlement possible, un actif, un objet, de la manière la plus fidèle possible, et afin de simuler des chocs. Par exemple, c'est très utilisé par des industriels ou des ingénieurs pour tester la solidité de ce verre, par exemple. Donc là,
ça marche plutôt bien. Donc, je nettoierai après, promis. Et donc, ce qu'on vient de faire sur le verre, on fait pareil avec l'économie et le système financier. On simule des chocs et on calcule des risques. Donc, un risque, c'est la combinaison d'aléas, d'exposition et de vulnérabilité. Et je vais revenir sur ces trois points. Donc, on part d'un aléa. Par exemple, une carte d'inondation qu'on mesure soit en simulant différents scénarios, donc une inondation qui arrive tous les 10 ans, tous les 100 ans, tous les 1000 ans, soit avec des données satellites où on regarde en temps réel l'étendue d'une inondation. Ensuite, on regarde les actifs qui vont être exposés à cet aléa. On va superposer notre carte des inondations avec une carte de l'ensemble des bâtiments. Et en troisième lieu, on s'intéresse à la vulnérabilité des entreprises qui possèdent ces actifs. Donc, voilà, là c'est les 3 points qu'on peut voir. Donc les bâtiments en bleu, les différents scénarios d'inondation. Donc ça c'est Paris, je ne sais pas si vous voyez les 2 îles par exemple. Mais donc on a en orange une inondation qui arriverait tous les 100 ans et en rouge une inondation qui arriverait tous les 1000 ans. Donc qui couvre une grosse partie de Paris et la partie pour laquelle les entreprises sont les plus, dans laquelle il y a le plus d'argent, on pourrait dire. Donc, pour savoir si un bâtiment est exposé, donc on croise nos données avec des données sur les... Donc on a des données sur les bâtiments, sur les risques, et on croise des données avec les données sur les établissements, sur les entreprises, donc c'est les petits points noirs que vous voyez, et on se demande pour chaque bâtiment si l'entreprise est propriétaire ou occupante du bâtiment. Et ensuite, on calcule pour chaque entreprise des pertes potentielles en euros, et on les compare à leurs données financières pour savoir si elles sont en mesure d'encaisser les chocs. Et enfin, on regarde la transmission de ces chocs potentiels aux banques grâce à des données sur les prêts des banques aux entreprises. Donc pour résumer, on met toutes ces grosses bases de données dans notre outil, on secoue et on regarde les résultats. Il y en a principalement 3. Donc d'abord, nos résultats montrent que plus on regarde avec des données fines et précises, plus on voit un risque grand. C'est à peu près comme avec un microscope, vous voyez rien à l'œil nu, et vous regardez avec un microscope et vous voyez énormément de choses. Là, c'est pareil, on voit beaucoup plus de risques quand on regarde que quand on regarde avec une échelle plus macro. L'autre point, c'est qu'on montre que les pertes mobilières, donc les équipements, les machines, dont on parle beaucoup moins souvent, sont beaucoup plus importantes que les pertes immobilières. La deuxième chose importante à retenir, c'est que la détérioration de ces 2 types d'actifs va avoir 2 conséquences différentes. Donc, va affecter le système financier par 2 canaux différents. Quand c'est le bâtiment qui est touché, enfin en tout cas, quand c'est le bâtiment qui est touché, c'est plutôt la valeur de l'actif qui est dégradée. Et donc, c'est la perte, c'est un peu technique, c'est la perte en cas de défaut pour la banque. Donc, si l'entreprise fait défaut, la banque va récupérer un actif dont la valeur va être dégradée. À l'inverse, quand on regarde plutôt les actifs mobiliers, donc les équipements, les machines, s'ils sont détruits, l'entreprise va avoir plus de mal à produire, donc à générer du revenu et donc à rembourser sa dette. Donc c'est plutôt sa probabilité de défaut qui va être affectée. D'un côté, la perte en cas de défaut et de l'autre côté, la probabilité de défaut. Donc c'est ces 2 canaux qui vont être affectés par une inondation. Enfin, dernier point, nos travaux montrent que pour l'instant, en France, le régime d'assurance permet de réduire les vulnérabilités des entreprises et des banques. Et donc on pourrait se dire que ça va, entre guillemets, les pertes sont encore limitées, les assurances peuvent couvrir ces pertes. Le problème, c'est ça. On va avoir d'un côté les pertes qui vont énormément augmenter avec le changement climatique et de l'autre côté les assurances qui commencent déjà à reculer de certains marchés à cause des coûts exponentiels. On le voit déjà en Californie avec les incendies, en Floride avec les tornades. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du type qui saute d'une tour et qui à chaque étage se dit « jusqu'ici, tout va bien ». On est un peu dans ce cas-là. Donc non, une inondation ne va pas faire couler votre banque. Mais la combinaison et l'accumulation de plusieurs inondations, d'incendies, de catastrophes en tout genre vont sérieusement dégrader le système financier au moment où on en aura le plus besoin pour financer la reconstruction et l'adaptation au changement climatique. Pardon, je crois que j'ai dit un gros mot en fait. Non, parce qu'en fait, j'ai dit beaucoup de mots que j'ai utilisés aujourd'hui, donc climate crisis, vulnerability, at risk, seraient interdits si j'étais chercheur aux États-Unis. Et la semaine dernière, je voulais relire un article que j'ai cité dans ma thèse, donc sur la vulnérabilité du gouvernement américain aux catastrophes naturelles. Et bien cet article a disparu. Voilà, j'ai cherché partout, il n'est plus sur Internet, donc c'est devenu un article fantôme. Et il faut être clair que la science est aujourd'hui en danger.
menacée en tout cas. Et je pense que pour mes collègues qui vont parler d'immigration ou de discrimination sexiste, je pense qu'ils pensent la même chose. Et les chercheurs américains ont lancé un mouvement pour lutter contre cet effacement de la science, qui s'appelle Stand Up for Science, donc se lever pour la science. Et je profite de ce stand-up pour rappeler à quel point la science est une construction fragile et qu'il faut se battre collectivement pour la préserver. Merci.